Bonjour et bienvenue à ce télésommet 2017, Réinventer la gestion, comment devenir notre meilleur potentiel d'avenir pour co-construire demain. Ce télésommet a pour objectif de vous faire découvrir différentes façons de percevoir, de penser et d'exercer la gestion qui soient rassembleuses, stimulantes, valorisantes, propices à l'amélioration continue et à l'innovation et qui permettent de résoudre des situations complexes et de bâtir ensemble un avenir durable et responsable. Je me présente, mon nom est Marie Côté, je suis fondatrice de la gestion réinventée, consultante en développement et transformation des organisations, coach et facilitatrice de groupes de co-développement professionnel et d'apprentissage dans l'action. Je suis aussi auteure du livre La gestion réinventée, l'avenir est entre vos mains, paru aux éditions JFD en 2016 et préfacé par Céline Bareil, professeure titulaire à HEC Montréal. Sans plus tarder, il me fait grand plaisir de vous faire découvrir un de nos invités du Télésommet 2017. Je vous souhaite un très bon visionnage. Aujourd'hui, il me fait grandement plaisir d'accueillir Madame Anne-Sophie Prévost, auteure du livre « Manager ses projets et son organisation avec le Design Thinking » paru chez Edipro 2 en 2016. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Marie. Ça me fait plaisir de te recevoir au Télésommet. Merci, ça me fait plaisir également. Je suis très heureuse de participer. Merci pour l'invitation. Anne-Sophie est titulaire d'un master en management de l'information à l'Université de Lille 3 en France. Pour soutenir l'inspiration de ses publics et stimuler leur potentiel créatif, elle est, depuis 2008, responsable de la veille chez Design Innovation. Passionnée par les sujets du design et de la créativité, elle cherche au quotidien à mettre ses compétences en veille et en management de l'information au service du centre pour lequel elle travaille et pour la diffusion des sujets inspirants et plus largement la sensibilisation de tous à la plus-value du design sous toutes ses formes. Design Innovation est le centre de compétences wallon dédié au design. Par le design, le centre contribue à la construction de réponses innovantes aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Il utilise le design comme un levier de développement durable pour les régions, la société et les entreprises. Dans cette entrevue de 20 à 30 minutes, Anne-Sophie nous parlera de cette discipline qu'est le design thinking, discipline qui utilise la sensibilité, les outils et les méthodes des designers pour permettre à des équipes pluridisciplinaires d'innover en mettant en correspondance attentes des utilisateurs, faisabilité technologique et viabilité économique. Elle nous en présente les bonnes pratiques et leur impact sur l'exercice du rôle de gestionnaire dans les organisations. Alors, Anne-Sophie, pour commencer notre entrevue, est-ce que tu pourrais nous résumer ton parcours professionnel? Oui, bien sûr. Comme tu as pu le dire, j'ai été diplômée d'un master en Knowledge Management, donc management de l'information en 2008 en France. Je suis française et puis j'ai passé la frontière toute proche pour arriver en Belgique à la suite de mes études en 2008 dans le centre de compétences design innovation. En tant que chargée de veille. En tant que gestionnaire de l'information au quotidien, j'avais la tâche de détecter les évolutions de notre domaine d'activité, les évolutions des besoins de compétences aussi, et puis de faire évoluer l'offre de services du centre sur cette base. Et depuis 2008, voilà, je m'attache à faire cette mission au mieux, avec une passion qui a pu se développer pour le domaine de la créativité et du design dans lequel on évolue, puisque je ne suis pas designer à la base. C'est presque un regret aujourd'hui de me dire que j'aurais pu faire des études de design et puis que je n'en ai pas faites. Mais ça me donne aussi un recul parfois intéressant sur la façon dont les designers justement mettent en œuvre certaines méthodes et la façon dont les entreprises ou plus largement la société peut en bénéficier. Donc voilà, je m'intéresse très fortement au design thinking depuis
2-3 ans maintenant. Et puis est paru l'année dernière, il y a tout juste un an, puisque c'était en avril 2016, le livre que tu as cité, Manager ses projets et son organisation avec le design thinking, que j'ai donc ici avec moi, voilà, et qui est un projet que j'ai porté pour le Centre Design Innovation. OK. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais, pour les participants, les personnes qui nous écoutent, qui ne connaissent pas le design thinking, est-ce que tu pourrais nous dire en gros qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? Très bonne question. En fait, le design thinking, on en parle souvent comme d'une méthode. Nous, on aime le définir comme une stratégie d'innovation. C'est une stratégie d'innovation qui a pour finalité de détecter des opportunités et de les transformer en création de valeur pour les usagers. Donc, c'est une méthode de design qui est vraiment centrée sur l'humain, centrée sur l'utilisateur, qui est un peu la façon dont les designers ont toujours travaillé, en mettant l'humain au cœur de la réflexion, et qui aujourd'hui s'applique à des problématiques qui sont plus larges que des questions de design comme on l'entend habituellement. Donc, c'est-à-dire que tout problème, entre guillemets, peut se voir appliquer cette méthode de résolution de problèmes, cette stratégie de recherche de solutions et de recherche de création de valeur. Donc, c'est un processus qui a été modélisé, hein, donc c'est devenu vraiment quelque chose qui a été oui, modélisé et qui est diffusé aujourd'hui en tant que process. C'est l'agence américaine IDEO qui a beaucoup travaillé à cette modélisation de la façon dont les designers travaillent et qui a explicité un processus en 5 phases. En fait, 3 grandes étapes et 5 phases qui composent ce processus. Une première grande étape qui est une étape d'inspiration, qui consiste en fait à bien comprendre les utilisateurs, les personnes auxquelles on va s'intéresser, à rentrer en empathie avec elles, à bien définir le problème auquel on va s'attaquer. Une seconde étape qui une étape d'idéation où là on va être vraiment dans la créativité stricto sensu, dans la recherche de solutions, dans le prototypage aussi, dans la co-création. Et puis une étape d'implémentation où là on va être vraiment dans le test, le prototypage et le test des solutions qui auront été imaginées dans l'étape précédente. Donc voilà un petit peu comment on peut résumer la méthode, la stratégie d'innovation du design thinking. OK, merci. Et tu dis que le processus de création est centré sur l'humain. En quoi est-ce que cette approche, selon toi, va concerner le management? Alors, je pense que ça concerne le management à plusieurs niveaux, dans le sens où en se focalisant sur l'humain, on s'intéresse aux utilisateurs, mais les utilisateurs, ils sont de 2 types. Il y a les utilisateurs externes, nos clients, comme on les appelle souvent, les clients, ceux qui vont utiliser en tout cas les produits et services de l'organisation. Et puis, il y a les utilisateurs internes qu'on oublie parfois un peu trop souvent, qui sont les salariés de cette organisation, qui sont ceux qui vont utiliser au quotidien les process mis en place dans l'organisation et qui sont ceux aussi qui vont faire vivre l'organisation concrètement à travers leur travail quotidien et la mise en œuvre de leurs compétences. Et en mettant en place des démarches qui ont trait au design thinking, on contribue aussi à redonner du sens au travail de ces personnes. Parce que on les inclut dans un processus qui va chercher à répondre à des besoins réels, des besoins d'utilisateurs. Et cette recherche de sens redonne une motivation et implication auprès des salariés qui sont les forces vives de l'organisation. Donc, le management est directement
directement concernés par ces problématiques. Et puis, les méthodes, les process même qui sont derrière l'appellation Design Thinking sont des méthodes qui laissent la place à la collaboration en interne, à l'interdisciplinarité, à une vraie mise en capacité aussi des personnes à travers leur expertise qui leur est propre, mais qui est reconnue comme contribuant à un processus de développement qui est orienté solution. OK. Et pour réussir à rester centré sur l'utilisateur humain, l'approche du design thinking intègre un certain nombre de méthodes. En quoi est-ce que ces méthodes impliquent un nouveau mode de management des projets au sein de l'organisation? Alors, comme je l'ai cité, l'interdisciplinarité déjà est quelque chose qui est au cœur des méthodes du design thinking. C'est-à-dire que on est sur une méthode qui certes est issue de la pratique des designers, mais c'est une méthode qui vise à faire travailler ensemble aussi bien des ingénieurs, des gens qui sont issus du marketing, des responsables financiers, des profils différents au sein de l'organisation, qui n'ont pas toujours la possibilité de s'impliquer autant qu'ils le souhaiteraient dans les projets de développement de l'entreprise et qui ici vont être mis vraiment ensemble dans ce processus de développement. Et donc, la co-création, c'est une notion qui est vraiment au cœur du design thinking. On l'entend souvent, co-création avec les usagers, parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle beaucoup quand on parle de design thinking, la place des utilisateurs comme co-concepteurs des solutions qu'ils utiliseront demain. Mais la co-conception, la co-création, elle est aussi en interne. Et donc, directement, le manager a ce nouveau rôle à jouer d'être celui qui va mettre ensemble les compétences de l'organisation, qui va faciliter ce travail interdisciplinaire. Et donc, aussi bien le travail des salariés lui-même va évoluer, mais aussi la façon dont le manager va faire son travail également. Parce que on parle beaucoup maintenant, on dit les managers doivent être des leaders, mais on considère aussi en matière de design thinking qu'ils doivent parfois être des facilitateurs. Ça veut dire qu'ils doivent aider à cette collaboration, à cette co-création en interne, et c'est des choses qui doivent être travaillées, qui ne sont pas toujours innées pour des managers. Donc ça fait grandement évoluer aussi leurs compétences et leur travail. Si je comprends bien, tu es en train de nous dire que dans le processus de design thinking, le manager doit faciliter, dans le fond, la phase d'exploration qui est centrée sur les utilisateurs, la co-création des idées, des nouvelles idées qui vont permettre de répondre aux besoins des utilisateurs et aussi le prototypage dans l'action de ces nouvelles idées pour en faire des nouvelles façons de faire qui sont intégrées dans l'organisation. Et qu'à ces trois niveaux-là, le gestionnaire devrait avoir un rôle de facilitateur. C'est bien ce que j'entends. C'est ça, je pense qu'il peut évoluer vers ce rôle de facilitateur. Ensuite, en fonction bien sûr du niveau de complexité qui est celui des projets de l'organisation et en fonction aussi de ses propres capacités, parfois le manager devra aussi savoir céder la place à quelqu'un qui va être spécialiste complètement de ces méthodes. Je pense qu'il y a il faut savoir faire la part des choses et se dire que il y a certaines compétences que le manager peut acquérir qui vont l'amener à évoluer vers ce rôle de facilitateur, et parfois un autre profil qui est souvent un profil de designer qui s'est spécialisé dans des aspects de co-création notamment, doit pouvoir venir le soutenir parce qu'un manager ne saura pas toujours aller aussi loin qu'il le faudrait. Mais ce qui est certain, c'est qu'à chacune de ces étapes que tu cites, d'inspiration, donc la phase d'exploration, la co-création dans la phase d'idéation et dans l'implémentation,
le manager est concerné et doit être en première ligne. Quand on parle aussi de design thinking, on parle de gestion du changement aussi. Parce que si les process de l'organisation sont modifiés, il faut pouvoir intégrer auprès de chaque salarié cette nouvelle façon de travailler. Et donc, le manager est aussi celui qui doit travailler à cette gestion du changement. Donc, dans tous les cas, même s'il n'est pas toujours le facilitateur, il va être en première ligne pour implémenter ces méthodes. OK. Et où elle est la limite entre justement la capacité du gestionnaire de faciliter le processus versus le besoin d'avoir quelqu'un de l'externe pour favoriser le processus? C'est la complexité du sujet, du problème qu'on cherche à régler. Elle est où cette limite qu'on peut atteindre comme manager? Je pense qu'il y a vraiment une question de formation aussi des managers. Hein. Je veux dire, un manager peut être sensibilisé à ces questions de co-création, à la méthode du design thinking, etc. S'il n'y a pas été formé en tant que tel, il pourra difficilement jouer ce rôle de facilitateur. Il devra alors faire appel à quelqu'un qui va venir l'aider dans l'organisation. Si maintenant un manager s'est formé à ces méthodes de manière relativement poussée, on peut alors penser qu'il sera en mesure d'implémenter plus facilement ces aspects. Maintenant, c'est vrai que la frontière, elle n'est pas toujours facile à définir. Le designer, il a quand même un rôle clé par rapport au design thinking, dans le sens où il a été formé pendant 3 à 5 ans d'études supérieures à cette façon de penser. Il a des automatismes, il a la capacité à penser de façon globale, à définir les questions de façon contextualisée, de façon précise. Ce sont des choses qui ne peuvent aussi s'acquérir qu'avec le temps et avec l'expérience. Donc un designer formé le fait depuis au minimum 5 ans dans ses études et durant de nombreuses années d'expérience. Un manager qui se forme à ces aspects, il est dans la découverte, en tout cas dans un premier temps, et donc il va falloir qu'il acquiert aussi cette expérience de facilitateur, et donc sans doute que dans les premières années de pratique, il va devoir être secondé d'un professionnel vraiment aguerri. OK. Et je suis curieuse, quelles sont ces façons de penser qui sont différentes par rapport à un gestionnaire plus traditionnel? Tu dis que, tu sais, c'est où que ça joue comme différence au niveau des façons de penser? Ben, l'empathie, elle a un rôle clé dans les méthodes qui ont trait au design thinking. Donc, c'est vrai que ce caractère empathique, il est à la base vraiment de cette réflexion. Et il ne s'agit pas seulement, comme je l'ai dit, de l'avoir vis-à-vis de ses utilisateurs externes, mais aussi vis-à-vis de ses propres collaborateurs. Donc, c'est vrai que ça peut paraître quelque part un prérequis. On pourrait penser que tout manager a cette capacité à être en empathie avec ses collaborateurs, sauf que parfois, dans les process et les méandres de l'organisation, ce caractère empathique a un peu disparu. Et donc, c'est aussi remettre l'accent sur l'autre, sur celui avec qui on travaille au quotidien, et de comprendre aussi la place qu'il peut jouer dans la stratégie d'innovation de l'organisation. Donc ça, c'est déjà un trait pour moi qui est important. Après, c'est un état d'esprit qui est à développer. C'est vrai que nous, on parle beaucoup de stratégie d'innovation et pas seulement de méthode stricto sensu, parce que justement, on considère qu'il y a des choses qui sont plutôt de l'ordre des grands principes qui peuvent paraître évidents, qui peuvent sembler relever du bon sens, mais avoir cette ouverture d'esprit vers l'interdisciplinarité, c'est pas toujours quelque chose qui coule de source. Quand on passe d'un process qui est souvent linéaire à un process qui devient itératif, où tous les départements de l'organisation travaillent en même temps, travaillent sur le même aspect,
en apportant chacun leurs compétences, parce qu'il ne s'agit pas d'être tous égaux, il s'agit au contraire d'apporter chacun en tant que personne et en tant que collaborateur ce qui fait notre spécificité. Mais ça, ce sont des choses qui sont souvent nouvelles ou parfois oubliées en fait. Et donc, puis là, je vois même, par exemple, par rapport au prototypage, d'accepter de faire des choses imparfaites qui vont être améliorées continuellement plutôt que de vouloir tout de suite bien faire les choses. Je peux imaginer là, des différences au niveau de la posture du gestionnaire, là. Tout à fait. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'essais-erreurs. C'est quelque chose qui ne coule pas de source dans le milieu du management, ou au contraire, on a tendance à vouloir justement être parfait ou réussir du premier coup parce que sinon, on va avoir une sentence, entre guillemets, de son manager. Et ici, la posture est vraiment différente. Il s'agit au contraire de se tromper le plus vite possible pour réussir aussi le plus vite possible derrière. Et donc, au plus vite on se trompe, au moins on engage de ressources, au moins on engage de développement coûteux, que ce soit d'un point de vue purement financier ou d'un point de vue voilà, de temps, de ressources externes aussi parfois. Et donc, on a tout à gagner à se tromper rapidement plutôt que de s'engager profondément dans une voie qui est sans issue. Et le design thinking, c'est ça aussi, à travers le prototypage, c'est essayer très rapidement pour voir si ça marche ou si ça marche pas. En se disant, si ça marche pas, on a gagné du temps, on va pouvoir trouver plus rapidement la solution qui marchera. Et donc, c'est vrai que ce droit à l'erreur, pour les collaborateurs, c'est aussi souvent quelque chose de nouveau. Quand on me dit, ben oui, mais se tromper, ça coûte cher, c'est justement aussi utiliser des moyens qui sont souvent actuels pour une entreprise, de pouvoir prototyper très vite avec des choses, voilà, on parle de prototypes low cost, on parle de carton, on parle de papier, on parle de dessin, on parle beaucoup de pensée visuelle dans le design thinking, c'est-à-dire très rapidement, voilà, faire un croquis, un rendu où on peut voir tout de suite, ben oui, ça va marcher ou non, ça va pas marcher, de pouvoir prototyper avec vraiment le système D, les objets du quotidien, est-ce que si je fais ça comme ça, est-ce que ça marche ou pas? On va être un peu parfois proche du bricolage, si on peut dire ça. On a un peu l'esprit makers qui est derrière tout ça. Mais c'est de se dire, essayons, prototypons et on trouvera au plus vite comment ça va fonctionner. Et c'est une fois que l'idée est prototypée, testée sur le terrain à petite échelle, que finalement, elle est déployée à plus grand, après dans l'organisation, à plus grande échelle? Oui, en fait, le test a un rôle vraiment important. Donc, on est dans un processus qui est itératif, c'est-à-dire qu'on va effectivement faire un prototype, le tester, l'améliorer, le retester, et puis le diffuser dans une version 1, l'améliorer encore. Donc, le processus est vraiment un processus d'amélioration continue. L'itération, elle ne se fait pas seulement autour du prototype, hein, elle se fait sur tout le processus, c'est-à-dire que par moment, ben oui, on doit revenir à une phase d'empathie où on doit revenir en arrière pour mieux avancer par la suite. Et donc, on est vraiment dans un processus de ce type-là itératif. Et la mise sur le marché, elle peut se faire aussi du coup plus rapidement parce que là où on a parfois l'impression que le design thinking va faire perdre du temps, en fait, on va être plus rapidement sur une solution efficace, contrairement à une solution qui serait mise sur le marché et dont on se rendrait compte seulement après coup qu'elle est à améliorer. On a déjà eu plusieurs phases d'amélioration en amont qui permettent d'avoir quelque chose qui fonctionne plus rapidement, en fait. Donc, on est vraiment dans le changement émergent, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un objectif prédéterminé qu'on cherche absolument à atteindre en spécifiant des étapes et des échéanciers, là, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va aboutir, mais on le construit au fur et à mesure qu'on progresse. Il y a un peu de ça dans le sens où effectivement, c'est difficile
de ne pas lier la démarche de design thinking à des méthodes agiles où on va être effectivement dans l'amélioration continue et dans quelque part voilà, une solution qui n'est pas prédéfinie au départ, ça c'est certain. Par contre, ce qui est particulièrement important en matière de design thinking, c'est aussi de bien définir la question à laquelle on va s'attaquer. C'est-à-dire qu'on a parfois tendance aussi à être très vite orienté solution. Même dans le management au quotidien, on doit être orienté solution et parfois on n'a pas pris le temps suffisant pour bien définir la question à laquelle on s'attaque. Et donc, au final, on répond à une question qui n'était pas la bonne. Et c'est ce qu'on voit parfois quand sur le marché arrivent des produits ou des services qui ne trouvent pas leur marché, c'est le cas de le dire, qui ne trouvent pas leurs utilisateurs. Parce que peut-être on ne s'est pas attaqué au bon problème ou à la bonne question. Et donc, à travers toute cette phase d'inspiration, cette phase d'empathie avec l'utilisateur, de compréhension de ses usages, de définition de ses besoins, et ce n'est pas seulement ces besoins qui sont exprimés, c'est aussi ces besoins latents, c'est vraiment aussi des besoins qui parfois ne sont même pas conscients, ou en tout cas que l'utilisateur n'est pas capable d'exprimer en tant que tel, et que l'équipe pluridisciplinaire va s'attacher à détecter. C'est vraiment aussi à travers cette phase-là qu'on va définir correctement la question à laquelle on va s'attaquer. OK. Alors, dans le contexte, on comprend que, en tout cas, qu'il facilite ou non le processus comme tel, le manager est amené à évoluer par rapport au principe du design thinking. Est-ce qu'on peut parler d'innovation managériale, selon toi? Je pense, oui, je pense qu'on peut parler d'innovation managériale parce que vraiment, c'est un management de l'innovation qui n'est pas seulement une innovation de produits-services pour l'extérieur, mais qui implique complètement une remodélisation des process de l'organisation. Et donc, à partir du moment où on va être amené à travailler différemment dans l'organisation, on va faire évoluer ce management et le caractère innovant. Voilà, là où encore on pourrait dire ça n'est que du bon sens, oui, mais à partir du moment où ça n'est pas quelque chose qui est aujourd'hui la norme, enfin je veux dire il y a une marge de progression assez importante dans la façon dont les organisations fonctionnent aujourd'hui. Je pense qu'on peut parler d'innovation managériale. Et en résumé, les bénéfices concrets selon toi d'une telle approche? Les bénéfices concrets, d'un point de vue purement économique et financier pour l'organisation, il est clair que l'intégration du design thinking va lui permettre de réduire le risque lié à un nouveau projet. C'est-à-dire que vis-à-vis du marché, l'entreprise va pouvoir s'assurer vraiment d'une réceptivité du marché, de l'acceptabilité des nouveaux produits et services qu'elle va mettre dans les mains des utilisateurs. Donc, en comprenant mieux les besoins de ses utilisateurs, l'entreprise va être en capacité de créer des solutions qui répondent mieux et donc à faire évoluer ses ventes d'un point de vue purement commercial de façon intéressante. Donc ça, c'est sur un plan purement économique. Maintenant, nous, on aime beaucoup parler d'innovation durable parce que on a tendance à scinder l'innovation économique qui serait là uniquement pour faire plus de business, et puis l'innovation sociale qui, elle, aura un caractère purement presque bénévole, associatif, enfin voilà. Alors que pour nous, c'est vraiment le design thinking contribue à la recherche d'une innovation durable, c'est-à-dire une innovation qui concilie aussi bien cet aspect économique que cet aspect social ou environnemental également, parce que on est dans encore une fois un caractère humain
qui implique vraiment aussi de se pencher sur des questions qui dépassent les questions purement économiques et qui sont des questions sociétales. On sait que voilà, Rifkin a beaucoup parlé de la troisième révolution industrielle, le manque de ressources, le développement d'offres de services plutôt que de produits, le développement d'une économie circulaire aussi, d'une économie de la fonctionnalité. En s'attachant aux besoins et aux envies des utilisateurs, le design thinking permet aussi de tendre vers ça, vers une innovation qui soit plus durable sur tous les plans. Et donc, oui, il y a un caractère, il y a des bénéfices financiers évidents, mais il y a aussi des bénéfices à faire évoluer peut-être son business model vers un business model plus durable, et qui intègre aussi un caractère environnemental et sociétal qui est primordial aujourd'hui. Merci, c'est fort intéressant. Merci vraiment. Bon, c'est sûr que là, le temps qui était consacré à notre entrevue s'est écoulé, mais je trouve que vraiment toute cette notion de design thinking nous permet d'amener une nouvelle vision de l'entreprise, hein, d'une certaine façon. Puis en plus, si elle permet de servir et de contribuer à un avenir durable et responsable, en tout cas dans la situation actuelle, dans nos enjeux d'aujourd'hui et de demain, là, ça me paraît fort, fort important d'y répondre. Alors, Anne-Sophie, vraiment, je te remercie d'avoir accepté de participer à cette entrevue. C'était vraiment très inspirant. Je voudrais m'adresser maintenant à ceux et celles qui nous écoutent. Si vous souhaitez en connaître davantage sur les réalisations d'Anne-Sophie et de Design Innovation, je vous invite à consulter leur site Internet. Alors, www.designinnovation.be. Alors, sur le courriel aussi d'invitation que je vous ai fait parvenir, vous pourrez avoir un lien plutôt avec le livre de Anne-Sophie qui vous est rendu disponible gratuitement. Alors, vous pourrez accéder au livre blanc, manager ses projets et son organisation avec le design thinking. Pour demeurer informé aussi de nos activités, partager vos découvertes, je vous invite tous à aimer notre page Facebook, La Gestion Réinventée, et à intégrer le groupe Réinventer la gestion Télésommet 2017. Alors, Anne-Sophie, tu es la bienvenue si tu veux venir échanger avec les participants au Télésommet. Je suis certaine... Hein? Ce sera avec plaisir, oui. Je suis certaine que les gens vont se faire un plaisir d'échanger avec toi. Alors, je te communiquerai exactement la date où l'entrevue passera. Et donc, pour tout le monde aussi, là, je vous invite à prendre quotidiennement connaissance des courriels que vous recevez pour demeurer informé dans le cadre du Télésommet, là, des entrevues à venir. Alors voilà, ben, l'heure est venue de nous quitter pour cette entrevue. Merci à tous de l'intérêt porté à cette entrevue. Merci aussi pour l'intérêt porté au Télésommet 2017, Réinventer la gestion, comment devenir notre meilleur potentiel d'avenir pour co-construire demain. Anne-Sophie, je te remercie encore. Merci à toi, Marie. Alors, au plaisir à tous de vous retrouver dans le cadre de futures entrevues. Marie Côté, fondatrice de la gestion réinventée et auteure. Merci, au revoir. Au revoir.